Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Pensée printemps », parce que c'est le printemps et qu'on est aussi reconfiné. Eh oui, effectivement, la Belgique reconfine depuis aujourd'hui même. Nous sommes donc le 27 mars et nous sommes de nouveau confinés. Ça ne change pas fondamentalement grand-chose, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la partie couple, mais pour vous remettre en fait le contexte de ce Pensée printemps, il s'agit d'un extrait d'un texte d'Alain qui l'a écrit en 1935. Et je voulais vous lire un peu un extrait de ce texte parce que c'est vrai que ça rend optimiste malgré qu'on vive toujours dans un monde où c'est un peu compliqué pour l'instant de sortir la tête de l'eau. Alors voilà, il dit « À répéter, bonne année. On finira par se réveiller soi-même à ce que l'on dit. On ne dit pas que l'année sera bonne, on n'en sait rien. Ce qui arrive nous surprend toujours. Aussi est-il vain d'y penser à d'avance. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut choisir de la penser bonne, cette nouvelle année, et profiter pour cela de ce secret mouvement de nature qui nous a changé et retourné depuis la Noël. Bonne nouvelle, oui, mais qui doit enfin toucher terre ? La bonne nouvelle, c'est que les hommes ont juré d'être contents, de résoudre autant qu'ils pourront par joie et amitié ce qui est pensé printemps en janvier. Je vous souhaite de penser printemps. » Et voilà, donc un petit regard d'espérance, et voilà, on a plein d'espérance dans ce podcast aujourd'hui. Absolument, et petit rappel pour ceux qui nous rejoignent en parlant d'espérance pour la première fois, merci d'être là, bravo de nous avoir suivis, que ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et qu'on se retrouve sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple au singulier, comme le nom du podcast. Et puis, on est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles par message interposé. Ça peut se faire par email, par Facebook, sur Twitter, ou si vous avez nos contacts directs, par contact direct. On vous aime, sachez-le. Et notre email, c'est tranche, le chiffre de couple au singulier, @gmail.com. Et pour terminer cette introduction, comme on parle d'amour et de faire partager cet amour, on espère qu'on peut compter sur vous pour faire connaître ce podcast à d'autres. Bien sûr, s'il vous plaît. Et puis, comme toujours, si vous le pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast ou un pouce et un commentaire sur notre page YouTube. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de Tranche de couple. Absolument. Alors, on commence la rubrique Actu par Guillaume et une petite question de blocage de flux commerciaux, peut-être ? Absolument, une petite histoire de blocage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit, cette comptine un peu enfantine sur la bagarre des organes internes de notre corps pour savoir qui est le plus important jusqu'à ce que le trou se mette en grève et finisse par bloquer tout le monde et mettre tout le monde d'accord sur le fait que non, je tout le monde est pas. important. Écoute, à l'occasion, je te le raconterai. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en Égypte et plus précisément dans le canal de Suez. En effet, depuis mercredi, un énorme porte-conteneur de 220 000 tonnes et 400 mètres de long y est bloqué depuis ces 4 derniers jours, après avoir été poussé en travers du canal par une tempête de sable. Et quand on dit bloqué, c'est bloqué et bien bloqué. Et avec lui, 10% du trafic commercial mondial qui transite par ce canal, soit environ 19 000 navires chaque année, une cinquantaine par jour. Oui, ça a l'air d'être un peu, les bouchons. Hein. On voit qu'il y en a qui essaient de faire un demi-tour. Enfin, c'est le bazar. Bazar. Ça montre combien c'est un organe essentiel de passage du trafic mondial. Plusieurs opérations de sauvetage et de déblocage ont été mises en route, suscitant parfois d'ailleurs l'hilarité du web et une avalanche de mèmes, vous savez, ces images sur lesquelles on pose un dialogue imaginaire. Lorsque la photo d'un tout petit excavateur d'une dizaine de mètres de long a été publiée devant cet énorme bateau en se disant c'est ça qui va permettre de sauver ça. Tu veux parler de la petite pioche là qui enlève la petite pelleteuse, la pelleteuse là qui enlève trois brins de sable. C'est ça. Et au final, je crois que c'est toi qui m'as dit, Max, l'autre jour qu'il y avait 8 terrains de football à dégager pour pouvoir permettre au bateau 8 piscines olympiques. Pardon, 8 piscines olympiques qui devaient être creusées. Enfin, l'équivalent de 8 piscines olympiques qui devaient être creusées pour en fait dégager le bateau. Autant dire qu'ils ne sont pas rendus. Ils ont essayé plein de solutions. Mais bref, revenons à nos 20 000 conteneurs, puisque sur ce bateau monstrueux, il y a quand même 20 000 conteneurs. 8 remorqueurs ont été dépêchés sur place pour essayer de résoudre la situation, mais jusqu'à maintenant, la proue du navire est tellement enfoncée dans le sable que ça n'a pas suffi. 2 autres devraient arriver incessamment pour l'aider.
L'armateur du bateau est très optimiste. Les autorités égyptiennes et la société qui a été mandatée pour faire le sauvetage le sont beaucoup moins. Certains disent qu'il sera libéré aujourd'hui, d'autres dans plusieurs jours. En tout cas, chaque jour qui passe, ce sont plusieurs dizaines de navires qui sont en train de s'agglutiner dans les différentes étapes en amont, en aval du canal, d'être bloqués et de ralentir d'autant l'acheminement de précieuses cargaisons. Et certaines grosses compagnies maritimes ont d'ores et déjà annoncé étudier la possibilité de faire transiter leurs navires. Tiens, transiter, c'est le bon mot, ça. Par le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, même si c'est plus long, 5 jours en plus, et donc plus coûteux. Comme quoi, il faut parfois pas grand-chose, 220 000 tonnes quand même. Ouais, et puis globalement, on estime que ça coûte à peu près 400 millions de dollars par heure, ce canal bloqué. Donc vous imaginez un petit peu. Si ce que vous avez commandé en Chine met un peu plus de temps à arriver, ben, vous saurez pourquoi. Alors une fois n'est pas coutume, c'est Guillaume qui enchaîne avec la deuxième actu pour décrypter l'Europe. Et forcément aujourd'hui, en Europe, on parle vaccination. Vous savez, le Conseil européen s'est réuni ces derniers jours pour parler de vaccination avec un message plutôt d'espoir. Alors Guillaume, tu vas revenir aujourd'hui Pensez sur printemps, les amis. Cette vaccination. Ah, l'histoire sans fin des vaccins de l'Union européenne. Alors que l'Union européenne et ses pays membres semblent empêtrés dans une troisième vague de contamination au variant anglais, perfide Albion, et que la souche d'origine du Covid a quasiment disparu du continent, de nombreuses questions se sont posées ces dernières semaines quant à l'action justement de l'Union européenne concernant les vaccins. Alors, juste pour vous donner tout de suite l'information, ça va prendre un peu de temps, donc j'ai décidé de partir sur un format feuilleton, c'est-à-dire que je vais commencer déjà, on va en parler un peu aujourd'hui, et puis dans notre prochain épisode, il y aura la suite. C'est pas pour vous faire écouter les deux, évidemment, même si ça c'est important que vous écoutiez tous les épisodes les uns derrière les autres. Mais ça va être compliqué pour ceux qui nous rejoignent seulement pour le podcast d'après. Ils sauront, on redira dans le podcast d'après qu'il faut qu'ils écoutent le précédent aussi. Petit retour en arrière, l'Union européenne a déjà depuis 2014 le pouvoir de lancer des achats groupés de vaccins et de médicaments, groupés sous le doux nom de contre-mesures médicales, au nom de ses États membres. À l'époque pas si lointaine, l'objectif était d'être mieux préparé en cas de pandémie mondiale. En effet, la crise de la grippe H5N1 en 2009 avait laissé des séquelles. Des commandes trop importantes pour certains États, quand d'autres n'avaient simplement pas réussi à commander de vaccins, avaient mis au jour des disparités d'accès des biens aussi précieux que nécessaires pour préserver la santé des citoyens. À noter que l'idée était également de pouvoir acheter les médicaments groupés, notamment pour lutter contre d'autres maladies et d'autres épidémies, le VIH, l'hépatite B ou le papillomavirus humain, par exemple. Fast forward maintenant vers 2020. T'as vu, hein? You see, hein? Et ce foutu Covid. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne a eu les moyens et l'autorisation des États membres, après d'âpres négociations, de passer des énormes commandes de vaccins auprès de différentes compagnies ayant un vaccin en développement. L'objectif, s'assurer d'avoir un portefeuille de commandes suffisamment large pour couvrir le cas où une des entreprises ne puisse pas le faire, ne puisse pas faire aboutir en fait son vaccin en cours de développement. Puisqu'en juin 2020, on se rappelle que le vaccin, c'était qu'une lointaine option, et même le président Macron, dans un accès de prudence qui ne lui est pas si commun, avait rappelé qu'il n'attendait pas de vaccin avec certitude avant au moins juin 2021. D'ailleurs, ça a été le cas malheureusement avec Sanofi qui s'était allié avec GSK, Cocorico, qui a annoncé fin 2020 avoir renoncé à poursuivre le développement de son vaccin, en tout cas celui qui était le plus avancé à ce moment-là. Il y a plusieurs vaccins en route, mais celui qui était le plus avancé à ce moment-là. Et bien sûr, l'Institut Pasteur qui a complètement abandonné. Et bien sûr, l'Institut Pasteur qui a complètement abandonné. Le problème à ce moment-là était que la faible efficacité relevée par les essais cliniques du vaccin le rendait déjà obsolète par rapport à d'autres qui arrivaient sur le marché. L'autre idée de ce portefeuille large était aussi de permettre à tous les États membres de s'y retrouver avec des vaccins à des prix différents. Par exemple, comme une ministre belge l'a involontairement tweeté, on vous en avait parlé au mois de décembre, une dose de vaccin AstraZeneca coûte 1,78 €, 1,78 €, 12 € pour une dose de Pfizer et 18 € pour du Moderna par exemple. Le premier contrat a été signé fin août 2020 avec AstraZeneca, suivi de celui avec Sanofi, pas de chance, mi-septembre, et Johnson & Johnson début octobre. Au total, à ce jour, ce sont pas moins de 6 contrats qui ont été conclus à date pour quelques 2,1 milliards d'euros et plus de 2 milliards de doses au total. Ah oui, donc de toute façon, c'était prévu qu'il y en ait beaucoup plus, exprès justement, et puis aussi pour pouvoir avoir dans ces doses-là des vaccins à exporter dans les pays les plus tout à fait, faibles. via
un mécanisme qui s'appelle COVAX, COVAX, absolument. de soutien aux pays en développement. Tout à fait. L'idée était belle et chacun y trouverait finalement son compte et il n'y aurait plus de pays laissés sur le carreau comme ça avait été le cas en 2009. On a de fait d'ailleurs évité l'implosion de l'UE et une guerre interne des vaccins qui aurait probablement mis fin à 70 ans de construction européenne et de paix entre les États membres. Quand on voit déjà ce qui se passe rien qu'avec le Royaume-Uni aujourd'hui, on se dit qu'effectivement c'était quand même d'une certaine sagesse. Oui, mais l'UE étant par nature une association d'États avec des cultures, des histoires et des moyens différents, il est difficile de prévoir le futur. Et là encore, on n'a pas été déçus. Certains pays, avec à leur tête l'Autriche et son... ça va être dur à dire. Certains pays, avec à leur tête l'Autriche et son chancelier, ont commencé à voir dans le mécanisme de répartition un vrai problème puisqu'ils avaient décidé d'acheter essentiellement des doses d'AstraZeneca qui coûtaient moins cher, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas, ou alors au compte-gouttes. La société a très peu tenu ses commandes, mais on y reviendra justement dans notre prochaine épisode. Et on se demande désormais comment avoir accès à d'autres vaccins qu'ils n'avaient pas précommandés à l'origine. C'est aussi le cas de la Bulgarie, mais aussi par exemple de la Belgique. Et puis à ce moment-là, évidemment, c'est la faute à l'Union européenne. Le fait qu'ils se soient plantés à la base localement dans leurs commandes, dans le mécanisme, n'a rien à voir. Et c'est là aussi que ça devient intéressant parce qu'on se rend compte que l'Union européenne a un peu de levier de négociation en la matière. Mais ça, on en parlera la prochaine fois, histoire de vous garder un peu de suspense, et puis parce que c'est une situation mouvante qui aura probablement encore bougé d'ici les 2 prochaines semaines. La fin prématurée d'une guerre européano-britannique sur les vaccins, pas si sûr, mais donc, affaire à suivre. Max, on te retrouve maintenant pour une rubrique Belgitude consacrée aux échafaudages. Oh mon Dieu, les échafaudages, une vraie histoire. Alors d'abord, une histoire belge, c'est normal, hein, on est dans la rubrique Belgitude. Et quand on parle d'échafaudage, ben forcément, on parle d'abord des échafaudages du palais de justice de Bruxelles. Vous le savez, les chantiers Bruxelles, c'est Je t'aime moi non plus. Mais bon, on n'avait pas tellement envie de recycler le nom de ce podcast. On a déjà eu un épisode ayant ce titre-là. Alors le chantier du palais de justice, ben, c'est toute une histoire. Alors brièvement, c'est l'histoire d'un mastodonte perché au-dessus des Marolles, hein, qui est un quartier du centre de Bruxelles, au bout de l'avenue Louise. Un bâtiment d'une surface bâtie de 26 000 m², construit par l'architecte Joseph Pollert entre 1866 et 1883. Alors, quand même une surface au sol, une superficie au sol qui est assez exceptionnelle, puisqu'elle est supérieure à celle de Saint-Pierre-de-Rome, donc vous pouvez imaginer quand même déjà la taille. Et puis une coupole par ailleurs, reconstruite et agrandie de 2,5 mètres après la Deuxième Guerre mondiale, culmine quand même à 116 mètres de haut. Mais pourquoi tu nous en parles alors ? Ben, pas pour sa taille, pas parce qu'il prend l'eau, quoique pas non plus parce qu'un record de rapidité aurait été battu par les services du palais. Ben non, on vous en parle parce que le palais de justice est en restauration depuis... Allez, devinez. Guillaume, une idée ? Je sais pas moi. 10 ans ? 15 ans ? Eh ben non, du coup, depuis 37 ans. En fait, depuis 1984. Mais on était genre panés, quoi. Eh oui, ils ont du coup commencé quand même la campagne de restauration du palais avant notre naissance à tous les deux. Et largement, hein, s'il te plaît. Bon. Joyeux anniversaire, Maxou. Joyeux anniversaire. Oui, vous pouvez lui mettre des petits messages parce que c'était son anniversaire hier. Oui, mais moi, j'avais pas 37 ans. Bon. Il est plus jeune. Pas de beaucoup, mais bon, quand même. Hein. Et puis alors... on vous parle des échafaudages. Pourquoi ? Naturellement parce que c'est la partie la plus visible des travaux, mais surtout parce que les échafaudages, ils ont été installés en 2005 et puis du coup, ils ont été déjà restaurés eux-mêmes en 2010. Et puis, comme ça dure, une nouvelle campagne de restauration des échafaudages à nouveau va commencer d'ici quelques semaines, qui devrait mener normalement et enfin à leur démontage d'ici 2030. Une fois, bien sûr, la restauration des 4 façades finalisées. Vous savez, donc, la fin du chantier, en fait, qui a commencé il y a 37 ans. Donc, dans 19 ans, c'est ça ? Mon Dieu. Alors, l'ensemble des travaux prévus à l'intérieur devrait également, effectivement, être achevé autour de 2040. De quoi en faire une icône du XXIe siècle. Et puis, comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. Longtemps. On espère que la justice bruxelloise ne prendra pas exemple sur ces travaux pour mener ses propres travaux. Mon Dieu. Et on peut quand même se féliciter, puisqu'on parle
d'échafaudage, absolument. Du démontage des échafaudages devant notre maison qui fait qu'on a enfin retrouvé une façade magnifique. On a quitté l'aquarium il y a 2 semaines et on a une vue dégagée depuis 3-4 jours. Quel bonheur, vous imaginez pas. Elle est belle cette maison, elle est pimpante. Ah, on est bien là quand même. Hein. Exactement. Sacré confinement. Là. Eh bien, ça nous fait une chouette transition vers notre rubrique Vie de couple, là. Et d'ailleurs, on va commencer notre rubrique Vie de couple en parlant un peu routine. Parce que je dois dire qu'avec ce nouveau confinement, ben oui, mais bon, c'est important de faire des points réguliers psychologiquement. Mais j'imagine pour vous comme pour nous, ce nouveau... Enfin, vous qui allez le vivre, je vous rassure, tous les Français vont finir par le vivre à un moment donné ou à un autre. Jaloux, va. Absolument pas du tout. C'est un constat purement et simplement de ce qui va se passer. Donc ce nouveau confinement qui commence aujourd'hui pour nous a fait aussi nous rendre compte que finalement on n'avait pas encore tant travaillé que ça sur notre routine. Tu veux dire qu'on s'ennuie? On est un peu en train de faire toujours la même chose? Non, je comprends pas, désolé. Ah, c'est parce que t'as pas l'impression toi de faire un peu toujours la même chose? Ah ben si, mais non, mais c'est pas ce que tu dis, on n'a pas travaillé tant que ça sur la routine, du coup je ne comprenais pas exactement ce que tu voulais dire. On a essayé de... Alors c'est faux, je dis ça, c'est tout à fait faux, puisque le week-end dernier, tu veux nous raconter ce qu'on a fait peut-être? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on est parti au vert. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti au vert, on en avait marre, on est parti au vert. Alors là, du coup, on a brisé la routine. On est allé dans les Ardennes. Oh, qu'est-ce que ça faisait du bien. On a profité pour partir 2 jours. Et je dois dire que c'était une excellente idée. Bon, alors, une excellente idée, d'autant plus parce que, en termes de timing, partir la semaine juste avant le reconfinement, je pense que ça, c'était bien joué. Ah oui, pour une fois, non, faut dire que pour une fois, on a été bon. Hein. Pas une question de coiffeur ou de magasin de bricolage, mais réussir à ça un week-end ouvert 1 semaine avant le confinement, c'est pas mal. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est un peu quand même, enfin on le dit, hein, il y a un nouveau confinement, mais en fait on n'était pas vraiment déconfiné complètement. Donc oui, hein, aller à l'hôtel sans restaurant, enfin sans service de restauration, donc ça fait, c'est un petit peu plus compliqué quoi. Voilà. Mais néanmoins, on a réussi quand même à gérer cette partie logistique là. Et puis le fait d'être un petit peu au vert dans la campagne, d'aller se balader, d'aller visiter Dinan, hein, une ville pas très grande mais historique. Voilà, c'est intéressant. On vous engage à aller visiter Dinan et sa citadelle, qui a connu différentes évolutions. Voilà, ça faisait pas mal de bien. Ouais, mais on se rend quand même compte qu'on a du mal à casser la routine. Hein. Bah oui, je veux dire, au bout d'un moment, on adore cette maison, mais c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond entre notre télétravail, les repas, on a un peu l'impression qu'on est toujours en train de bouffer. Ou de boire. Ou de boire. Ouais. Surtout, voilà, ces dernières semaines, on avait quelques petites choses à fêter aussi, du coup, on a ouvert quelques bouteilles. Bon, en même temps, c'est bien, il faut... Arrête, on va passer pour des profiter. alcoolos. Très raisonnable, hier, on en a ouvert 2, on n'en a pas fini une seule. C'est vrai. C'est pas faux. Pourtant, c'était ton anniversaire. Voilà. Voilà, donc écoutez, je sais pas, parlez-nous de votre routine à vous, de comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous arrivez à mettre un peu de piment dans votre vie qui, on imagine, comme nous, est un petit peu répétitive. On sait déjà que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi compliqué que nous, donc on est de tout cœur avec vous derrière. Vraiment. Ouais. Et que on espère que ça va vite revenir à quelque chose d'un peu plus normal, qui nous permettra de sortir un peu plus, n'est-ce pas? Exactement. Alors, aujourd'hui, dans notre rubrique Vie de couple, on voudrait aborder un sujet un petit peu sérieux, mais qui nous touche personnellement. Vous le savez, Guillaume et moi, on est un couple homosexuel, hein, oui. Mais on est aussi, voilà, et ben justement, bonne transition, on est aussi catholique pratiquant, et notre foi prend une place importante dans notre vie. Et du coup... D'ailleurs, on vous a parlé au cours des plusieurs podcasts déjà de sujets religion, n'est-ce pas? On avait parlé de Nathalie Beckert, et puis au dernier podcast, c'était le voyage du pape François en Irak. Exactement. Alors aujourd'hui, on voudrait aborder un sujet qui a fait un petit peu de bruit ces derniers jours, dernières semaines, autour de la communauté catholique, chrétienne, et même à l'extérieur de cette communauté. Alors, dans une note qui a été publiée le 15 mars dernier,
la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est un organe du Saint-Siège, du Vatican, qui est chargé du dogme catholique, a établi que toute forme de bénédiction tendant à reconnaître les unions de personnes de même sexe est illicite. Bon, en gros, pas de bénédiction pour les couples homo. Alors, dans l'argumentaire d'une page et demie qui soutient cette position, donc les deux auteurs, qui ne sont autres que le numéro 1 et numéro 2 de cette entité, établissent que si la bénédiction individuelle de personnes homosexuelles n'est pas exclue, toute forme de bénédiction des couples homosexuels est illicite parce qu'elle constituerait une approbation et un encouragement à un choix et une pratique de vie qui ne doit pas être encouragée. Alors l'idée, c'est que même si la stabilité d'une relation homosexuelle, elle est quand même reconnue comme positive et appréciable, la bénédiction des couples eux-mêmes est exclue, car finalement, ce serait en fait les approuver, alors que, et je cite, lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce. Fin de citation. Vous avez compris quelque chose, vous ? Du point de vue de l'Église, c'est toujours pas le cas pour les homosexuels. On se rappellera que le petit catéchisme de l'Église catholique parle d'actes intrinsèquement désordonnés. Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Alors en termes dogmatiques, c'est pas une nouveauté, c'est clairement l'approche de l'Église qui continue. Dans la pratique, néanmoins, cette note a rendu mal à l'aise, voire blessé, pas mal de personnes qui avaient vu dans la pratique un accueil plus important des homosexuels au niveau local ces dernières années, encouragé aussi par des paroles accueillantes du pape François. On se souviendra de ces mots « Qui suis-je pour juger une personne gay si elle cherche Dieu ?» Ou alors, il avait aussi dit que on pouvait tout à fait reconnaître que les couples homosexuels avaient le droit d'avoir une reconnaissance civile. Alors, on ne parlait pas du mariage civil, mais plutôt comme on dit ici en Belgique, partenariat enregistré ou du Pacs en France. Et c'est peut-être justement ça qui est à l'origine de cette position très visible de la congrégation de la doctrine de la foi, finalement une crainte grandissante de l'Église en tant qu'institution face à la perte de centralité du mariage religieux dans la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a des voix à l'intérieur de cette Église, en tant que communauté, qui se sont fait entendre pour désapprouver la position du Vatican. Absolument, mais c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, on parle ici parfois de l'épiscopat complet de certains pays, par exemple la Belgique, dont le porte-parole, l'évêque d'Anvers, a demandé pardon aux homosexuels dans une tribune au lendemain de la publication de cette note de la congrégation pour la doctrine de la foi, mais aussi des voix de prêtres ou de communautés pastorales, et pas uniquement des évêques, comme en Allemagne. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas que des positions personnelles, mais c'est aussi des positions de communauté. Et l'exemple que mentionne Guillaume en Belgique est tout à fait intéressant, puisque si au départ l'évêque d'Anvers a pris une position personnelle, immédiate après la publication de cette note, ensuite cette position a été reprise par la conférence des évêques de Belgique. Pour reprendre juste peut-être rapidement les mots précis et assez forts de Monseigneur Bonny, donc l'archevêque d'Anvers, qui s'exprimait au nom de la conférence des évêques de Belgique, il nous dit « J'ai honte de mon Église ». Suite à la publication de ces notes, j'ai honte de mon Église et je m'excuse, je demande pardon aux personnes homosexuelles qui ont pu se sentir blessées par cette note. On a quand même ici un prélat de haut rang qui parle au nom de tout un ensemble de prélats, dont un cardinal, le cardinal de Kessel, et qui dit qu'il a honte effectivement de cette note qui va blesser toute une partie de gens. Et de cette position qui tombe un peu, on va dire aussi, comme un cheveu sur la soupe, parce que finalement, il y avait un état de fait qui était que aujourd'hui,
dans certaines régions, dans certains pays, les prêtres accompagnent des couples homosexuels dans leur vie quotidienne, dans leur spiritualité, sans les juger, sans les marier, mais avec une forme voilà, d'accompagnement ouvert. Mais d'ailleurs, je ne veux pas m'exprimer au nom d'une majorité d'homosexuels, mais ceux qu'on a rencontrés qui sont croyants aujourd'hui, tu m'arrêtes Max si je me trompe, mais aucun homo demande le mariage religieux. On ne demande pas de faire un copier-coller de ce qui existe pour les hétéros chez les homos. Par contre, une reconnaissance du fait qu'une vie à deux peut porter des fruits de façon différente. Par contre, une reconnaissance du fait que vivre à deux, même en étant homosexuel, on peut aussi apporter quelque chose à l'Église, dans l'Église en général. Et de manière plus générale, là c'est la question du couple homosexuel, mais je pense que de manière générale, il y a une vraie question autour de l'appréhension de l'homosexualité par l'Église, qui est une vraie difficulté. L'hôpital qui se fout de la charité. Et ce que dans ce texte que tu mentionnais, hein, de l'évêque d'Anvers, on voyait bien finalement cette incompréhension, parce qu'il y avait une déconnexion entre cette position dogmatique et la réalité en fait, hein, de l'implication, y compris de personnes homosexuelles ou de couples homosexuels dans l'Église en Belgique, comme nous pouvons être nous-mêmes impliqués dans notre paroisse. Absolument. Et du coup, je voudrais juste souligner une des conclusions de Monseigneur Bonny, qui était de dire que l'Église est l'amour de ma vie et c'est pourquoi je dois me battre pour elle. Et ça, c'est très important puisque les réseaux sociaux, c'est aussi le café du commerce et il y a eu pas mal d'appels à sa démission. Mais je trouve que c'est un peu trop facile de dire aux gens de démissionner s'ils ne sont pas d'accord. Si on veut faire changer les choses, on les fait changer de l'intérieur. De l'extérieur, on n'a aucun impact. Et je trouve que là-dessus encore, sa position, la position des évêques de Belgique est très forte. Oui, et ce que tu dis, hein, si on veut faire changer, on fait changer de l'intérieur, c'est aussi ce que nous, on a choisi. On connaît certains homosexuels croyants qui ont choisi de changer d'église, d'aller dans des églises protestantes ou plus inclusives. Et nous, on pense qu'on peut être ces personnes qui progressivement contribueront à faire changer l'Église. Alors, peut-être on ne pourra pas revenir sur l'ensemble, ça mériterait certainement beaucoup de discussions. C'est vrai que l'Église catholique, elle est sous pression au niveau du monde, entre ses différents constituants, entre les sociétés occidentales qui sont plus progressistes et des sociétés, par exemple, africaines ou sud-américaines, qui sont très conservatrices, qui sont aussi très homophobes, et qui soutiennent aussi, par exemple, la condamnation des homosexuels et des actes homosexuels. Et ce qui est encore plus blessant, d'ailleurs, c'est que l'Église ou la Congrégation pour la doctrine de la foi ne se sent pas obligée de répondre à ces actions-là et à ces prises de position-là de la part de certains membres de l'épiscopat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est blessant pour nous, parce qu'on se rend compte qu'il y a deux poids, deux mesures, en fait. Il y a l'Église, une partie de l'Église qui est ouvertement homophobe. Ça, malgré les paroles du pape François, malgré ses écrits, malgré les actes aussi. Et à la limite, malgré le catéchisme de l'Église catholique, qui dit pas il faut persécuter les homosexuels. Ça dit toujours aimez-vous les uns les autres. Il faut plutôt les accueillir et tout ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est vrai que globalement, je veux dire, par exemple en Afrique, on dit l'homosexualité ça n'existe pas, en fait, tout ça. Et c'était intéressant hier dans une émission radio, justement cet évêque d'Anvers. Non, c'était l'évêque de Liège. Ah, l'évêque de Liège disait que c'est un évêque belge. Dans des confessions qu'il avait entendues en Afrique, il avait entendu la souffrance d'un certain nombre de jeunes catholiques homosexuels qui justement n'arrivaient pas à réconcilier leur foi et leur homosexualité. Et c'est vrai qu'il y a un vrai déni, un vrai mal-être de l'Église en tant qu'institution pour trouver une posture d'accueil ou une posture englobante pour tous ceux finalement qui ne sont pas dans la norme. Ça va au-delà des homosexuels, on parle aussi des divorcés remariés. On vous postera sur les réseaux sociaux le lien pour cette émission et puis pour la communication qui a été faite par les évêques de Belgique pour vous inviter à lire ça. Alors on pourra vous poster aussi pas mal de choses parce que finalement,
depuis une dizaine de jours, là, ça a quand même créé pas mal de remous, hein, cette histoire. Alors, c'est des petits remous. Mais C'est des grands remous. vraiment la C'est première des grands fois. remous à l'échelle de certains pays. Et on constate aussi qu'il y a une vraie similarité de pensée entre 4 pays, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, où il y a des prises de position des épiscopats et des prêtres localement qui sont très fortes. On peut quand même voir, du coup, en creux, que Certains l'Église pays, catholique française est un peu en retard sur ça. En fait, il n'y a eu aucune prise de position. Alors, il faut dire aussi qu'ils ont réservé, leur, leur communication ces derniers jours à quelque chose qui est tout aussi important, puisqu'ils ont créé un fonds, l'Église catholique française a créé un fonds pour indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'Église, ce qui est aussi quelque chose de fort important. Cependant, on aurait pu s'attendre à un peu plus de... Voilà, quelque chose en plus, souligner qu'ils avaient pris note, Mais pour l'instant, c'est rien, et c'est aussi un peu blessant. Et moi, ça m'inquiète un peu pour le jour où on retournera en France aussi, parce que je me dis... Aujourd'hui, on sait qu'en Belgique, on a une forme d'accueil, on ne va pas nous juger pour qui on est. En France, on a une place dans notre paroisse. Et on a une place dans notre paroisse. En tant que couple, et voilà, personne ne nous demande de nous cacher. Ouais. Alors, je voudrais peut-être, pour clôturer ce sujet, justement, vous faire part d'une lettre qu'on vient de découvrir de parents catholiques d'enfants homosexuels qui a été envoyée à tous les évêques de France. Cette lettre, justement, elle met les pieds dans le plat de cette situation de déni et d'incompréhension, en fait, du traitement des homosexuels dans l'Église catholique. Cette lettre, tout simplement, elle décoiffe. Elle est très belle. On se l'est lu tout à l'heure et ça remue, ça secoue. Mais c'est chouette, c'est beau ce qu'on lit aussi. Du coup, comme on l'a découvert juste avant de faire ce podcast, on s'est dit qu'on la mentionnerait. On vous la partagera très probablement sur les réseaux. Et puis, on y reviendra dans l'épisode suivant, peut-être pour faire un petit follow-up, parce qu'il y a vraiment des choses superbes qui sont dites et en tout cas qui font écho à notre expérience dans l'Église. Et voilà. Donc merci en tout cas à ceux qui ont écrit cette lettre, pris cette initiative. Elle est très belle. Absolument. Allez, pour finir ce podcast, on a déjà été un petit peu long. Guillaume, vous l'avez promis la dernière fois, après avoir parlé de Clubhouse, on vous parle aujourd'hui, on souhaiterait vous parler aujourd'hui de Twitch. Et oui, je vais vous parler très rapidement du coup, parce que comme tu l'as dit, il faut qu'on avance, de Twitch. L'idée, c'est donc une plateforme d'échange ciblée sur le partage de vidéos, un réseau social orienté vidéo en somme, avec pour particularité que cette plateforme existe déjà depuis quand même de nombreuses années. Elle a été lancée en juin 2011. Elle est notamment très populaire auprès des gamers, et en particulier pour les sessions de ce qu'on appelle l'e-sport, compétition de jeux vidéo en ligne et en temps réel. Sa valeur ajoutée, la possibilité de discuter en direct via un service de messagerie intégré en même temps que les vidéos sont diffusées. Autant dire que si vous voulez avancer dans Fortnite, vous devriez vous brancher sur certaines chaînes vidéo qui pourraient vous donner des idées. Max? Oula, tu veux pas me lancer là, parce que non, sinon... Non, on fera une autre, on en reparlera plus tard. La plateforme a par ailleurs lancé une expérience parlante en novembre 2020, avec un live pendant lequel 2 chatbots, des robots qui répondent en direct à des questions en fonction notamment de mots-clés, ont pu échanger entre eux. La légende ne dit pas si la discussion a tourné à la brève de comptoir. Par ailleurs, on avait parlé dans l'épisode 4 de la présente saison, Twitch héberge chaque année le The Event, qui a récolté en 2020 $6,2 millions pour Amnesty International. Et oui, belle initiative de la communauté des gamers. Absolument. C'est une plateforme qui n'est pas pour autant à l'abri des controverses. On en parlait lors de l'épisode 14, des dangers liés aux réseaux sociaux, et Twitch n'y échappe pas, avec des accusations de harcèlement via cette plateforme qui ont conduit des streamers à lancer un boycott le 24 juin 2020, #TwitchBlackout, considérant que les réponses des responsables étaient trop tièdes par rapport à l'ampleur du problème. Plus largement, elle commence à prendre de l'ampleur à la fin des années 2010, lorsque notamment en France, le monde politique s'en empare pour proposer des formats de débat nouveaux, avec notamment un grand débatton avec 10 ministres en 2019.
J'avoue que moi, ça m'a pas marqué. C'est probablement une question de génération aussi, mais enfin bref. C'est un des reproches qui lui est d'ailleurs désormais fait, que lui font des utilisateurs historiques qui appréciaient une forme de neutralité politique jusque-là. L'exemple le plus frappant, c'est celui du journaliste Samuel Etienne, plus connu pour être le présentateur de Questions pour un champion, mais qui a lancé sur Twitch tous les matins de la semaine une forme d'émission, enfin Un live. un live qui s'appelle la matinée Étienne. Et il propose une revue de presse en direct et de réagir avec les participants via un chat qui permet aussi de lancer des sondages, enfin bref, de vraiment interagir avec l'audience directement. On est comme dans Clubhouse, dans une volonté d'impliquer les gens, quels qu'ils soient, dans le fonctionnement de l'émission. Et il a lancé il y a quelques semaines un autre format un peu plus politique le dimanche soir, en invitant toujours chez lui, dans sa cuisine ou dans son salon, puisque c'est le concept de son live, François Hollande, puis le Premier ministre Jean Castex. Bon, après, il s'est dit qu'il allait peut-être attendre un peu. Il a dit dans sa matinée Étienne vendredi matin que pour lui, l'objectif, c'était de donner la parole à l'ensemble des responsables de partis importants de la classe politique, mais qu'après il s'arrêterait là et il voulait pas faire de plus, il voulait pas lancer de grands débats. Ouais, parce que ça, il y a eu quand même un peu de controverse sur cette initiative. Ouais, il y a eu un peu de controverse. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Il teste les choses aussi. Je veux dire, il y avait 17 000 personnes devant Jean Castex. Il a invité Grand Corps Malade. Il y avait 7 000 personnes. Les gens râlent, mais dans un sens, il y a quand même un intérêt de ce qu'on va dire. Après, pour être honnête, ni François Hollande ni Jean Castex n'ont dit grand-chose de passionnant. Alors, petit coup de cœur pour terminer cet épisode. Une fois n'est pas coutume, on voudrait vous partager ce petit coup de cœur lié à la communauté des gamers. Il y a quelques jours, un papa d'un jeune ado autiste a lancé un appel sur Facebook pour trouver en fait des partenaires de jeu pour son fils qui est fan de jeux vidéo. Un appel qui a été relayé par plus de 300 000 personnes sur Facebook et qui a permis à son fils de recevoir plus de 3000 invitations. Alors bravo pour cet élan de solidarité. On rappelle que les jeux vidéo sont pour de nombreux autistes un espace de développement personnel et c'est vraiment chouette de voir que la communauté des gamers est vraiment inclusive. Merci Max, effectivement, c'est beau ces initiatives. On est content de finir ce podcast qui a commencé printemps sur une forme de printemps. D'ailleurs, on a le soleil dans la tronche, c'est chouette. Voilà, c'est déjà la fin de notre épisode Pensée Printemps. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. Et d'ici là, sur Twitter et Facebook. Gros bisous, continuez à sortir masqué. Bon confinement et à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.